moi, mon nom c'est Aitem Marzouki, je suis professeur de finance et directeur de la pédagogie innovante à Neoma Business School. Neoma, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une école de commerce qui est née de la fusion entre l'école de commerce de Rouen et l'école de commerce de Reims. Et on travaille sur 3 campus. Nous, on a l'habitude de dire qu'on a 4 campus. Le campus de Rouen, on a un campus à Reims, on a un campus à Paris et aussi on a un campus virtuel, mais complètement virtuel, qu'on a commencé à utiliser pendant la période du Covid pour une expérience plus immersive et surtout pour éviter les problèmes de Zoom fatigue que nos professeurs et nos étudiants ont rencontrés durant cette période. Merci beaucoup pour cette invitation, pour que je présente ce qu'on est en train de faire avec vous et ce qu'on essaye de faire pour nos étudiants. La troisième personne qui est avec nous aujourd'hui, c'est la personne qui nous a aidés, qui a géré ce projet-là avec nous pour mettre en place notre nouveau LMS. Bonjour, je suis un chef de projet et ingénieur techno-pédagogique. J'insiste sur les deux mots. Techno, ça veut dire on accompagne nos clients dans la partie sûrement technique, comment installer une plateforme de type module, mais c'est surtout la partie pédagogique pour aider à la conduite du changement. Donc avoir un outil, c'est très bien, mais comment aider à l'usage et à faire de la plateforme plutôt une expérience. Lorsque les apprenants viennent pour apprendre, vraiment, ils viennent avec plaisir. C'est pas par obligation. Donc, c'était ça le ADN de ce projet et j'avais vraiment le plaisir de travailler avec l'équipe Neoma pour la mise en place de cette nouvelle plateforme. À Neoma, on avait décidé à partir de la fin du Covid de ne pas revenir à un modèle complètement 100% présentiel. Pourquoi? Parce qu'on avait conduit une étude auprès de nos professeurs et les étudiants. Il y avait plusieurs groupes. On avait ce qu'on appelle des focus group, plus de 200 professeurs qui ont participé à une étude. On leur avait posé une question très simple. Quel est le moment pendant toute cette période du online où vous vous êtes dit « Waouh, c'était très bien, ça serait bien qu'on garde ça ». Et à partir de ce résultat de cette étude-là, en fait, on a remarqué que il va falloir changer le modèle. Pourquoi? Parce que dans certains cas, le online fonctionne très très bien. Dans d'autres cas, moyennement. Et d'autres cas, ça ne marche pas du tout. Et donc, au lieu de construire nos cours en se basant sur le format dans un premier temps, c'est l'inverse qu'on fait. On va choisir quel est le meilleur format pour nos étudiants. Du coup, on a abouti à un modèle qui est un modèle, certains vont l'appeler hybride, d'autres multimodal, etc. Donc, on a des cours qui sont présentiels, on a des cours qui sont en online synchrone, c'est-à-dire nous, on utilise principalement Zoom, et d'autres cours qui sont en asynchrone. L'idée, pour arriver à ce modèle-là et le mettre en place, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de challenges, que ce soit au niveau des étudiants et des professeurs, et ensuite tous les aspects logistiques derrière. Pour la programmation des cours, comment on les programme, surtout les cours qui étaient en Zoom, maintenant on a des cours en présentiel, d'autres en asynchrone, etc. Et la question qui se posait, c'est la question aussi, quelles sont les compétences qu'attendent les entreprises à la date d'aujourd'hui? Le fait de revenir 100% en présentiel, alors qu'on a des entreprises qui utilisent déjà un modèle hybride, donc on-campus et remote, ça n'avait pas de sens. Surtout que le fait d'utiliser du online, ça permet aux étudiants à la date d'aujourd'hui d'acquérir de nouvelles compétences qui sont demandées par les employeurs, qui sont le fait de savoir comment mener une réunion en ligne, comment essayer de convaincre des gens en ligne, comment prendre des notes en ligne, comment apprendre tout seul en ligne. Et en plus, ça va permettre aussi même à ces étudiants-là un principe que de plus en plus on insiste là-dessus, c'est apprendre à apprendre tout seul, en fin de compte. Étant donné que ça évolue très rapidement, on a vu avec les 2 dernières années, par exemple, avec l'évolution liée à l'IA, etc. Donc, comment on peut mettre tout ça en place pour que on offre à nos étudiants la meilleure expérience possible? Si on veut introduire de la technicité, si on veut introduire de nouveaux modèles d'enseignement, il nous faut les plateformes qui vont avec ça. Et il nous faut aussi du training qu'on doit faire. Il va falloir former les gens qui vont pouvoir l'utiliser. C'est une partie qui est très, très importante. C'est la partie formation. Si vous avez un modèle ou vous avez un outil à utiliser, si vous ne formez pas les gens, vous allez avoir du retard par rapport à ça. Les gens ne vont pas l'adopter, ne vont pas comprendre l'intérêt de le faire. On revient tout de suite à ces anciennes habitudes. L'idée, c'était changer le modèle d'enseignement
On va avoir un modèle à peu près à 60% présentiel et 40% face à face en moyenne. Très attention, c'est en moyenne. Notre ADN, c'est le face à face. Par contre, comment augmenter l'expérience des étudiants du face à face? Comment rendre l'expérience plus intéressante en face à face? Certains étudiants, lors des retours, ils disent certains concepts sont assez simples, en fait, on peut les apprendre tout seul. D'autres principes, moi, je préfère les avoir sur une plateforme et apprendre tout seul sur cette partie-là. Et du coup, on encourage un peu plus les débats, les échanges dans une salle de classe. Donc, changer le rôle, en fin de compte, du professeur, au lieu que ça soit quelqu'un qui, juste, il donne les informations, juste, c'est entre guillemets, bien sûr, qui délivre de la connaissance. À la date d'aujourd'hui, la connaissance, elle existe partout. Ils y ont accès. Le professeur, son rôle va changer dans ces séances en face à face. Il deviendra plus un coach, plus un mentor, plus un spécialiste dans ce domaine et beaucoup plus d'échanges avec les étudiants, donner plus de la personnalisation en fin de compte du feedback par rapport aux étudiants, etc. Deuxième élément, on était un peu surpris sur la partie synchrone. On pensait que les étudiants, ils en avaient déjà marre pendant 6 mois ou 7 mois de cours online, donc comment ils changent? En fait, non. Sur certains aspects, ils ont dit que c'était très très bien d'avoir du Zoom, online synchrone. Dans quel cas? Des cas où vous avez des cours qui sont techniques, des cours qui utilisent Python, des cours qui vont utiliser Excel, par exemple, SPSS, etc. Ces cours-là, les étudiants nous ont dit que c'était beaucoup plus intéressant de les avoir en ligne, où le professeur il peut partager son écran avec eux, que eux ils peuvent partager aussi leur écran avec le professeur et avoir un feedback customisé. Au lieu d'être dans une salle de classe où vous avez tous les étudiants qui sont en train de regarder l'écran du professeur, celui qui a une question, donc le professeur va se déplacer, ils vont être 4 ou 5 derrière l'écran, les autres ils sont en train d'attendre, etc. Donc l'idée ici, c'était de garder ce modèle-là qui marche très bien pour les étudiants. La grande surprise aussi qu'on a eue, c'était sur certains travaux de groupe. Certains étudiants nous ont dit que l'utilisation des Zooms et surtout ce qu'on appelle les breakout rooms, donc à partir du moment où on divise les étudiants en plusieurs salles. Certains, c'est ceux qui ont déjà eu l'expérience de donner des cours, vous avez toujours quelques personnes qui ne répondent quasiment jamais aux questions. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas compris. Pas du tout. Ils ont compris, sauf qu'ils ne peuvent pas s'exprimer s'exprimer devant les autres. Ils ont du mal, donc, lorsque le nombre de personnes dépasse 4 ou 5 dans une discussion, à s'exprimer. Donc, tous les étudiants qui sont très timides, ceux-là, ils nous ont dit que pendant ces séances-là, où il y avait donc des petits groupes organisés par le professeur, qu'ils pouvaient enfin s'exprimer sans avoir de problème ou sans avoir peur des reproches qui peuvent être faits, que ce soit par les autres collègues, ou que la question peut être considérée comme une question pas très intelligente, disons, etc. Donc ça les encourageait à prendre un peu plus la parole, et ça a permis aussi d'éviter les phénomènes de ce qu'on appelle donc les free riders, donc le passager clandestin dans les travaux de groupe. Pourquoi? Parce que le professeur il peut passer d'une salle à une autre virtuelle sans qu'il s'en aperçoive. Donc vous pouvez passer d'une salle à une autre, vous entendez juste les discussions. S'ils ont des questions, ils peuvent vous poser ces questions-là et vous faites le feedback en direct. L'autre élément qui était très intéressant aussi, c'est que pour les dispatcher en groupe, je ne perds pas 15 minutes, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Ils sont complètement séparés des autres groupes. Il suffit juste d'une seconde. Juste, je clique sur le bouton, ils sont tout de suite distribués dans d'autres groupes. Ça nous a permis d'enrichir l'expérience aussi de nos étudiants avec des interventions de professionnels. Des professionnels, si vous demandez au directeur d'une entreprise, donc directeur marketing, directeur financier, etc., de venir et de partager son expérience avec les étudiants, ben c'est très compliqué de lui demander d'aller faire le même cours à Reims pour 1 heure ou 2 heures. C'est des gens qui sont très, très occupés. Si on a envie d'augmenter l'aspect de connexion de la réalité avec les concepts théoriques qu'ils sont en train de lire, il faut les inviter, mais il faut trouver un moyen qui est très simple pour eux. C'était le Zoom. C'était vraiment très parfait pour les étudiants. Il suffit juste donc pour l'intervenant de switcher entre une réunion et l'intervention en salle de classe. Il répond aux questions des étudiants, il donne son feedback, il enrichit donc l'expérience des étudiants. Et c'est beaucoup plus simple, surtout aussi, dans certains cas, on avait des interventions de professeurs internationaux sur certains sujets aussi très pointus qui peuvent être invités par nos professeurs. Et dans ce cas-là, le Zoom
aussi c'est très bien, ça contribue à l'amélioration de l'expérience des étudiants. Le troisième, je vous le dis tout de suite, c'était le vrai challenge. C'est les séances dites asynchrones. Asynchrones, nos étudiants n'ont pas l'habitude donc de travailler entre guillemets tout seul, vraiment d'apprendre tout seul. Ils étaient toujours couconnés, surtout ceux qui viennent de prépa, d'un système scolaire où le professeur il est là, c'est lui qui donne toutes les informations, c'est lui qui doit délivrer en fin de compte de la connaissance. Ils vont apprendre du professeur, ils vont être en position passive. Sauf que ce système-là, ça peut fonctionner, mais il a ses limites à la date d'aujourd'hui. Le monde de l'éducation, il est en train d'évoluer. On ne peut pas tout expliquer aux étudiants et surtout qu'on commence à constater qu'il y a des gaps, c'est-à-dire il y a des différences en termes de capacité d'apprentissage. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est juste, on a des étudiants qu'on appelle des fast learners, donc des étudiants qui apprennent très rapidement. Dans un cours de finance, j'explique les concepts, 5-10 minutes, c'est bon, ils sont passés à autre chose, ils commencent à faire les exercices, etc. Et j'ai d'autres, ce qu'on appelle des slow learners. Ceux-là, ils apprennent à leur propre rythme. Ils ne sont pas très, très rapides. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ont besoin de temps pour apprendre. Donc, quand je leur demande ou je pose la question, donc ceux-là, ils ont besoin de 20 minutes, les autres 10 minutes, et les autres, monsieur, la semaine prochaine. Je vous répondrai la semaine prochaine. Et comment je gère, moi, le truc dans une salle de classe avec ces différents niveaux de capacité d'apprentissage? C'est les séances asynchrones qui peuvent être une solution. Bien sûr, les séances asynchrones vont être couplées avec d'autres outils qu'on utilise. On va permettre avec ces séances asynchrones à l'étudiant d'apprendre à son propre rythme. Ce n'est pas la peine d'apprendre maintenant, tout de suite, en 5-10 minutes. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que la séance prochaine, tu sois prêt. C'est tout. Et je vais tout faire pour ça. Donc, je vais vous donner tous les éléments. Je vais construire le cours de telle façon que vous allez apprendre à votre propre rythme. Il n'y a pas un rendu obligatoire dans 1 heure ou dans 20 minutes. C'est la semaine prochaine, le rendu. Et ensuite, on construit le cours. On a la chance à Neoma, et j'ai la chance de diriger une équipe que j'ai créée, de course design, on appelle ça. C'est une équipe qui est spécialisée dans le design des cours. À la date d'aujourd'hui, nos vrais concurrents ne sont plus, à la limite, d'autres écoles de commerce ou d'autres institutions, mais c'est plutôt, ils sont à un clic de Netflix, d'Instagram, de YouTube, etc. Comment j'attire l'attention de mes étudiants dans une salle de classe? Revenir à 20, 30 ans en arrière, non, tout est interdit, vous devez faire attention à ce que je raconte, ça n'a pas de sens. Ils vont se déconnecter au bout de 5 minutes du cours. Donc, on a essayé avec nos designers de faire des séances de cours qui sont beaucoup plus intéressantes, même si elles sont en ligne. Ça nous permet aussi, ces séances-là, on collecte beaucoup de data là-dessus, sur la façon d'apprendre de nos étudiants, et on utilise des plateformes d'apprentissage qu'on dit adaptatives. C'est-à-dire que le cours ou les questions vont s'adapter au niveau de l'étudiant. Au lieu de dire à l'étudiant dès le départ, non, échec, 40% seulement de bonnes réponses, il va falloir revoir le cours. Non. À partir du moment où on détecte qu'il ne répond pas bien, on va lui proposer de l'aide. Il va aller, donc, il peut donc cliquer sur le bouton pour avoir de l'aide et il va être redirigé vers le paragraphe du chapitre ou vers les documents qui vont lui permettre de répondre à la question. Ça enlève le sentiment de frustration sur des cours qui peuvent être techniques, où l'étudiant, les slow learners ne comprennent pas très bien rapidement, etc. Donc, ils vont se sentir aidés pour qu'ils réussissent l'objectif. En fin de compte, je vais avoir des étudiants avec ces systèmes-là qui vont atteindre l'objectif en 30 minutes, d'autres qui vont l'atteindre en 1 heure, d'autres qui vont l'atteindre en 2 heures. Ce n'est pas vraiment un problème pour moi. Le vrai problème pour moi, ou la vraie réussite, c'est qu'ils atteignent tous le même niveau. Avant, on ne pouvait pas le faire. Dans une salle de classe, c'est juste impossible. Et il faut des salles de classe qui sont plus petites, etc. Donc, on ne peut pas réellement le faire. En utilisant donc ces séances asynchrones, maintenant, on peut le faire. Je peux même modifier le contenu du cours en fonction des réponses des étudiants. Si je vois que certains concepts ont été faits rapidement, y compris par 99% des étudiants, pourquoi je vais le refaire en classe? Non. Et je vais me concentrer sur uniquement les concepts qui étaient très difficiles pour les étudiants. Nos professeurs, ils ont des dashboards sur ça, sur surtout les grands cours.
et ils vont détecter quels sont les éléments qui fonctionnent bien, les éléments qui ne fonctionnent pas bien. Et derrière cet aspect-là, on peut détecter des étudiants dits à risque, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas correctement à suivre le cours. Ça peut être pour plusieurs raisons. L'étudiant est complètement désengagé, pour X raisons. Dans ce cas-là, il y a une stratégie et on va discuter avec ces étudiants-là. D'autres qui fournissent énormément d'efforts, mais ils n'ont pas les bonnes notes. Là, il y a un vrai problème. Et là, on met en place des stratégies humaines pour les accompagner. En fait, on va personnaliser au maximum donc l'expérience de nos étudiants et grâce à ces outils-là. Maintenant, ça, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut mettre en place. On utilise des outils qui sont des plateformes qui ne sont pas la propriété de l'école, etc. Mais si on veut mettre tout ça correctement en place et pour les prochaines années, ben, si je n'ai pas la bonne plateforme, ça va être très, très dur. C'est pas possible. On va tout de suite revenir à des cours qui sont standards, classiques. Le prof, il rentre avec ses slides, les exercices, correction, et ça s'arrête là. Donc, afin de mettre tout ça en place, on s'est dit, il nous faut la bonne plateforme, il nous faut une plateforme d'apprentissage qui va traduire notre philosophie de l'apprentissage et qui mettra tout en place pour la réussite des étudiants. On est parti de ce principe-là. On a lancé un marché. Ça s'avère que c'est Edunao qui a su répondre à nos attentes. Et donc, je leur laisse la parole pour qu'ils nous expliquent comment ils ont fait. Zoom, Teams, Outlook, waouh, c'est quoi tous ces honneurs-là, quoi? Pour l'apprenant, finalement, il vient pour apprendre. En effet, derrière, il y a un module, il y a le nom de la LMS, on s'en fout. C'est de Gmail ou de l'Outlook, bah, c'est la messagerie, quoi. Donc, on s'est retrouvé en fait devant un panel d'outils qui ont été utilisés depuis le Covid, donc Zoom, Teams, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, on s'est posé la question de comment faciliter la vie des apprenants et des enseignants. En effet, on a essayé, en tout cas, de créer ce qu'on appelle un hub. En fait, la plateforme, ça s'appelle Courses. C'est un campus virtuel, c'est la porte d'entrée. Et après, si on a besoin d'aller sur Zoom ou n'importe quel outil, finalement, la porte principale d'entrée, c'est courses.neoma.bs. D'accord? Donc, vraiment, c'est la porte d'entrée, c'est pas la peine d'aller plus loin. Rentrez sur la plateforme et après, vous allez trouver tous les outils pour aller sur Zoom, pour la messagerie et tout ça. Donc, voilà, notre premier objectif, c'était vraiment de faciliter en fait l'accès à tous les services numériques de Neoma.bs. Donc, c'est pour ça, et déjà le nom, c'est Courses. Donc, c'est clair, on vient là pour apprendre. D'accord? Derrière, c'est quoi l'outil utilisé? On ne sait pas. Optimisation du design et l'expérience utilisateur. Donc, vraiment, pour vous parler de cette expérience-là avec Neoma Business School, c'était un challenge pour nous parce que chaque terme, on a pris de temps, en fait. Est-ce qu'on met cours ou formation ou unité UE ou etc. Vraiment, on a pensé même, on était sur la réflexion sur les terminologies qu'on doit utiliser. Okay? Des termes en fait qui parlent vraiment aux apprenants. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour les administrateurs, pour les informaticiens, donc on parle de la solution technique qui est Zoom, mais pour l'apprenant, c'est visioconférence. Quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. C'est visio, quoi, tout simplement. Donc, on a essayé aussi de travailler sur la partie design pour que ça soit le plus simple, le plus facile à l'usage, quoi. En effet, la base de la plateforme, c'est la plateforme Moodle. Donc, déjà, vous connaissez Moodle ou pas? OK. Donc, comment simplifier Moodle? Donc, c'était ça le grand enjeu, c'est comment rendre l'usage de Moodle plus simple et plus facile. Donc, voilà, on a justement dans cette partie de design de l'expérience et de l'utilisateur, on n'était pas seul. Ça veut dire, c'est pas seulement l'équipe projet qui a intervenu. Parce que finalement, nous, on peut penser, alors que finalement, l'utilisateur final, il est au cœur. Donc, à chaque fois qu'on prenait des décisions, donc l'équipe du Neoma, ils ont demandé leurs enseignants qu'est-ce qu'ils ont pensé. Donc, comme ça, on valide. En fait, la validation finale, c'était pas venu de notre côté en tant que technicien, chef de projet, ingénieur et tout ça. C'est vraiment de l'usager final qui a le dernier mot.
Concernant le parcours d'apprentissage personnalisé, bien évidemment, on a essayé de mettre les fonctionnalités nécessaires pour que un enseignant, un formateur, il pourra créer ce qu'on appelle des parcours conditionnels. Okay? Donc, s'il a obtenu plus que 15 sur 20, donc il peut voir un élément. Et donc, voilà, vraiment, on a mis en place des outils qui permettent la personnalisation du parcours. Une plateforme interactive et engageante dans le sens où, déjà, lorsqu'on est sur une jolie et belle plateforme, ça donne envie, en fait, d'entrer quand même. Donc, ça a un effet, quand même. D'accord? Après, on a exigé, par exemple, de faire, par défaut, des images significatives. Et donc, il y a une bibliothèque, en fait, pour chaque matière, pour chaque filière, il y a vraiment des codes couleurs précises. Donc, on sait immédiatement sur notre tableau de bord de quoi on parle, quoi, immédiatement. Après, avec toutes les fonctionnalités de Moodle, pour se rappeler de ce que j'ai déjà fait, le dernier élément que j'ai visité, la score que j'ai visité, les prochaines actions à faire. Donc, vraiment, la plateforme, c'est on commence à savoir qui on est et comment, en fait, de faire un accès rapide à l'élément dont on a besoin. Maintenant, concernant la partie sécurisée, donc là, actuellement, la plateforme, elle est capable d'accueillir jusqu'aux 2000 en simultané. Donc, faire une évaluation, un examen, ce n'est pas un problème, n'ayez pas peur. Même pour 2000 utilisateurs, on est capable, en fait, de garantir que la plateforme, elle ne va pas tomber. Elle sera là pour accueillir ces 2000 utilisateurs, voire plus. L'intégration avec le système d'information de Neoma BS. Donc, comme on a dit tout à l'heure, en fait, Neoma, elle dispose déjà de leur ONT, de leur outil de gestion. Et il y a une règle un petit peu simple en informatique, mais complexe à mettre en place. Si une information déjà, elle existe déjà, si on va le ressaisir, il y a un problème. Ou il y aura un problème. D'accord? Donc, pour cela, en effet, on a essayé d'étudier les outils de gestion, en fait, les participants, les cours, les formateurs, les séances et tout ça. Et on a essayé, en fait, de récupérer tout ça dans le système d'information de Neoma et l'implémenter directement dans Moodle. Donc, l'administrateur là, on a une seule source de vérité, c'est vraiment le système d'information. D'accord? Et pour finir, du coup, la garantie de la stabilité et de la performance, donc là, on parle vraiment, et dès la première réunion qu'on a eue avec Neoma Business School, on a vraiment mis en place le mot industrialiser. Industrialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'une plateforme sûre. Si on a demain un examen ou une activité qui nécessite l'accès à 2000, 3000, 4000, on est là. La technologie, l'informatique, ce n'est pas un handicap. On ne va pas dire non, on a peur parce que peut-être ça va tomber, tout ça. Non, non, non. Si on a un scénario pédagogique, si on a besoin d'utiliser, la plateforme devrait être là. Et surtout, sécurisée. Donc, vous connaissez bien Moodle, donc on le dit, et je pense que vous le savez, c'est la plateforme la plus utilisée au monde. Donc, si elle est plus utilisée, donc tout le monde il essaie de chercher un petit peu. Et donc, en termes de sécurité, donc on dispose actuellement d'une plateforme bien sécurisée. On fait tout ce qui est patch de sécurité, les maintenances, les mises à jour et tout ça. Voilà. À la rentrée de septembre 2024, Cours 6 fera peau neuve. La plateforme pédagogique de Neoma Business School sera mise à jour vers la toute dernière version durant le mois de juin. Les usages de cette nouvelle version seront les mêmes, mais avec de grosses améliorations de fonctionnalité, de performance et d'ergonomie. Et pas d'inquiétude, tous vos contenus actuels resteront accessibles dans cette nouvelle version. Tout d'abord, une page de connexion simplifiée vous permettra de vous connecter avec votre identifiant mail Neoma BS. Dans le nouveau tableau de bord, vous trouverez un bloc Activités à venir et un bloc Mes cours avec la liste des cours auxquels vous êtes inscrit. En vous rendant sur la page d'un cours, vous trouverez sur la gauche un index qui vous permettra de naviguer rapidement entre les différents contenus du cours.
Toutes les options de configuration se sont déplacées sous le nom du cours. Les activités et ressources seront toujours dans l'espace central du cours, mais avec des icônes plus grandes, associées à un code couleur. Les icônes bleues sont des contenus de cours. Les icônes roses sont des activités d'évaluation, type devoir ou quiz. Les icônes rouges sont des moyens de communication. Les icônes vertes sont des outils de collaboration. Les icônes oranges sont des activités multi-usages. Rendez-vous sur Coursis pour découvrir cette toute nouvelle version. Donc, est-ce que faire une plateforme accessible, c'est un choix? Ben non, c'est une obligation. Donc, du coup, on a essayé de mettre en place la dernière version de Moodle qui est accessible pour cette norme-là. Mais pas que, parce que même pour faire de beau, de joli, de temps en temps, c'est pas accessible en fait. Et donc, il y avait vraiment une recommandation pour cette mise en place-là, de faire justement de la navigation intuitive, certes, de faire de joli, certes, mais sans toucher à l'accessibilité. Donc, on a fait tous les développements qu'on a fait. Et d'ailleurs, hein, même en termes de développement, on a rajouté une petite couche de CSS et ça peut se faire. Hein. On n'a pas besoin vraiment de coder. Et pourquoi, en fait, on ne voulait pas coder? Bon, on sait le faire. Mais en effet, c'est pour garantir pour tout ce qui est mis à jour lorsqu'on passe d'une version à une autre. Donc, on n'aura pas à mettre à jour le code et tout ça. Donc, vraiment, on a essayé de rester plus fidèle à tout ce qui est natif et standard de la plateforme. D'accord? Donc, en effet, là, maintenant, ça fait 2 mois, il y a la version 4.5 qui est sortie du Moodle. Donc, on est serein qu'on peut aller vers cette nouvelle version tranquillement et sans problème. Donc, voilà l'accessibilité et la navigation intuitive dans le sens où on a essayé de faire que la plateforme se rappelle de vous, se rappelle de vos choix. Okay? C'est-à-dire, donc même pour ce milieu-là, parce qu'il y avait des apprenants qui accèdent en fait à des anciens cours et tout ça, et en fait, je peux choisir mon choix. Est-ce que je reste sur quelle année, sur quel programme Donc vraiment, il y avait la capacité de connaître en fait l'apprenant, l'utilisateur, de toute façon même l'enseignant, bien évidemment, hein, et en fait de retrouver rapidement ce qu'il a besoin de voir selon ses choix. En termes de protection, donc là on va parler un petit peu de sécurité. Donc au niveau de protection, on utilise une connexion, une authentification à SSO et le compte Azure AD avec une double authentification. Voilà. La deuxième chose, la sauvegarde. Donc chaque jour, on a un backup pour sauvegarder l'état de la plateforme. Donc au pire, s'il y aura un problème, on peut revenir en arrière très rapidement et jusqu'aux 30 jours en arrière. Donc des backups en fait quotidiens qui sont en train d'être mis en place. En termes de conformité RGPD, je ne vous le cache pas, parmi nos clients, c'est la CNIL. Donc voilà, donc on ne peut pas trop jouer avec cette partie-là. Donc on a mis en place tous les éléments qui nous permettent d'être compatibles aux normes RGPD. Et comme je disais, la mise à jour et les préventions, donc à l'apparition d'un patch de sécurité, donc très rapidement, on le teste et on le déploie sur toutes les plateformes qu'on héberge pour nos clients. Pour finir, on a essayé de trouver aussi des fonctionnalités qui permettent l'accès à tous. Donc, vous savez bien, il y a une application Moodle qui vient avec Moodle qui permet justement de pouvoir consulter son cours n'importe où et surtout même en mode offline, ce qui est intéressant. C'est qu'en fait, on est dans le métro, n'importe où, on peut vraiment télécharger le contenu, on peut consulter notre cours tranquillement, sans même avoir une connexion Internet. Tout est sur la plateforme. En effet, tout est sur la plateforme, ça veut dire tout le contenu pédagogique de l'UMA, des enseignants. Il y a vraiment un intérêt à mettre le contenu sur des espaces en fait, de cours dans la plateforme. Et ceci, comme disait Aitam tout à l'heure, ça donne vraiment la flexibilité aux apprenants de voir et revoir et revoir quand ils veulent sur la plateforme.
Au-delà de tous les aspects techniques, à la date d'aujourd'hui, nous, on est très contents parce que ça fonctionne très bien et en plus, ils sont très réactifs à partir du moment où il y a des questions de la part des étudiants, où il y a peut-être quelques petits réglages à faire, ils s'adaptent très rapidement. Donc le vrai challenge, à partir du moment où on organise des activités sur la plateforme, il faut qu'elles répondent, il ne faut pas qu'il y ait de bugs, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes pour les étudiants parce qu'à partir du moment où c'est noté, ça peut être un peu compliqué pour certains. Donc, on a plus que 100% d'usage de la part des professeurs et des étudiants. C'est un peu biaisé pour une raison très simple. Nous, les professeurs, ils sont obligés de mettre le support du cours, les activités sur la plateforme. C'est la seule entrée ou clé d'entrée pour les étudiants. C'est une obligation. Et on a une obligation aussi qu'on s'impose à nous-mêmes et même des accréditeurs internationaux l'imposent. Sur les 5 dernières années, les étudiants, ils ont accès à leurs cours. Donc, un étudiant qui rentre en première année et arrive à la dernière année, il peut toujours revenir à ses cours de première année pour réviser s'il a envie. Donc, c'est une obligation en fin de compte. Tous les cours, tous les documents de cours passent sur la plateforme. C'est pour ça que le chiffre, disons que c'est facile à atteindre les 100%. Donc, à partir du moment où la plateforme elle devient la plateforme centrale dans le système, dans le modèle d'enseignement, c'est tout à fait normal qu'on a plus de 10 000 messages. D'ailleurs, ça peut poser quelques problèmes à un certain moment, parce qu'on peut avoir quelques points, c'est que les adresses mail tel type Outlook, etc., elles sont capées à 10 000 messages par jour maximum. Ça permet bien sûr, étant donné que l'étudiant il peut s'exercer, il peut faire des activités qui ne sont pas notées, qui lui permettent de progresser, etc. Ça a amélioré en fin de compte les notes des étudiants. Ça nous a permis sur des cours qui sont, on appelle ça nous des high impact courses, donc des cours à très fort impact. Ceux qui sont de première année par exemple, vous avez 1200 étudiants, vous avez 24 ou 25 groupes, vous avez 15 professeurs. Pour les gérer tous sans une plateforme, c'est juste impossible. Donc, pour garantir la qualité du contenu, la qualité du cours, la qualité de ce que nos étudiants vont avoir dans la salle de classe, la plateforme est essentielle et un cours, il est géré par un coordinateur qui est responsable dans tout ce qu'il y a dedans. Bien sûr, ça permet une meilleure préparation, jusqu'à 6500 connexions par jour et ce qu'on encourage nos étudiants à faire. Et une partie de mon équipe d'ingénierie pédagogique, son job, c'est de faire en sorte que ce n'est pas une simple Dropbox comme elle était il y a quelques années, où c'est juste un espace de dépôt du contenu du cours et des fichiers PDF, etc., mais une plateforme qui permet à l'étudiant d'interagir en fin de compte, que ce soit les professeurs d'interagir avec les étudiants avec leurs professeurs et d'interagir surtout avec le contenu, parce qu'on fait de plus en plus de gamification à la date d'aujourd'hui. On crée des jeux pour les étudiants, pour qu'ils apprennent sur des modèles ça peut être du Pac-Man, ça peut être des modèles de poker, ça peut être d'autres modèles qui s'inspirent vraiment de certains jeux vidéo. Ces modèles-là, il nous fallait une plateforme telle qu'elle est à la date d'aujourd'hui. Sauf qu'ils le savent un peu, mais on va encore plus les challenger parce qu'on a d'autres aspirations, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Ils ne voulaient pas parler de l'IA. On va l'obliger, nous, à parler de l'IA plus tard. Sur son intégration dans la plateforme, c'est juste pas possible de ne pas le faire à la date d'aujourd'hui. Donc, nous, on fait des tests de notre côté. Donc, il y a la plateforme à la date d'aujourd'hui permet de faire cette gamification-là, d'intégrer le jeu qui permet d'engager de plus en plus les populations étudiantes et surtout ce qu'on appelle des undergrads, les post-bac. Cela, si vous allez leur donner des fichiers PDF à 10 ou à 20 pages à la date d'aujourd'hui à lire pour la séance prochaine, c'est juste pas possible. Ils vont pas le lire. Mais quand on gamifie le contenu et on va le rendre beaucoup plus interactif, ça devient très intéressant pour eux. On parle aussi de micro-learning, donc ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est des petites capsules de 5-10 minutes, des activités, toutes les 5-15 minutes. Même dans la salle de classe, il faut changer, en fin de compte, l'activité pour garder leur attention. Et surtout, ça permet aussi l'intégration d'un chatbot qui permet en live, en réel, aux étudiants d'avoir des réponses que le prof ne peut pas être disponible à 23 h, il ne peut pas être disponible à 2 h du matin, ou l'étudiant, selon leur fuseau horaire, ils peuvent avoir besoin de ça. Ils vont avoir des réponses, mais ces chatbots-là, ils sont limités au contenu du cours. Ça ne va pas chercher de l'information en dehors de ça. S'ils veulent aller chercher de l'information en dehors, ils peuvent utiliser d'autres outils, donc en dehors de ça.
Donc voilà. Ce qu'on a demandé aussi, c'est très important. Je vais continuer là-dessus. Après, je te laisse la parole. On a mis en place un projet qui s'appelle Data Driven Pedagogy. Donc, c'est de la pédagogie qui est guidée par la data. Je veux savoir, moi, l'étudiant, à quel niveau il avait au départ et à la fin du cours. Et surtout, pendant la première séance et la dernière séance, comment il est en train d'évoluer. Ça intègre une partie de l'adaptive learning qu'on avait dit tout à l'heure, mais ça va beaucoup plus loin. On a fait un screening de toutes les méthodes pédagogiques utilisées par les étudiants. Et on connecte ça avec les évaluations des cours et avec les notes des étudiants, pour savoir quelles sont les méthodes pédagogiques qui permettent d'avoir les meilleurs résultats pour les étudiants. Un cas très simple, on ne peut pas, pour des étudiants post-bac, leur donner tout de suite des cas complexes d'Harvard où il faut vraiment réfléchir, travailler en groupe, avoir beaucoup de connaissances, etc. Donc ça ne marche pas pour ces étudiants-là. Ce n'est pas la peine d'utiliser cette méthode-là pour les post-bac. Par contre, utiliser de petits traits, utiliser des jeux, utiliser des simulations où ils peuvent immédiatement appliquer ce qu'ils ont appris dans le cours, ça oui, ils adorent. Ils en redemandent. On est à des points où les étudiants demandent de refaire le jeu en illimité. Nous, on leur donne 1 ou 2 fois seulement. Ils demandent à le faire en illimité pour continuer à apprendre parce qu'ils s'amusent en le faisant. Ils commencent à se challenger entre eux. Moi, j'ai obtenu plus de points. L'autre, je l'ai fait en moins de temps, etc. Ça devient très important. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à partir de cette data-là, je peux améliorer le contenu du cours lui-même, augmenter le niveau du cours par rapport au niveau des étudiants ou le modifier en fonction de leurs attentes. Si on avait déjà fait quelque chose qui plaît aux étudiants, on va continuer dans cette direction-là. Toute cette data-là, elle est récupérée et elle est analysée par le professeur avec son équipe pédagogique. Mon équipe se tient toujours derrière pour l'aide en termes de support. Il vient généralement avec son syllabus, par exemple, me dit telle séance, telle séance, telle séance, j'ai quelques petits problèmes, les étudiants sont complètement déconnectés. L'équipe de course design, où on a les ingénieurs pédagogiques, ils vont refaçonner la séance de cours pour la rendre plus interactive. On va lui dire, voilà, là, peut-être il faut mettre un jeu, là, peut-être il faut des travaux de groupe, là, il faut une simulation, là, un jeu de rôle, par exemple, ça peut être très bien. Là, c'est un cas, mais tes 10 pages de PDF, ils ne vont pas les lire. Donc, on va le rendre plus interactif. Ça devient des media cases, on appelle ça. Donc, des cas interactifs ou des cas médias avec plus de podcasts, avec plus on intègre des vidéos dedans. Il ne peut pas passer d'une étape à une autre sans avoir répondu à une sorte de QCM ou une question, etc. L'idée pour nous, c'est d'avoir une plateforme qui répond aux attentes, que ce soit des professeurs d'un côté, des étudiants de l'autre et surtout à des méthodes pédagogiques qui sont de plus en plus demandeuses en termes de temps pour le professeur, parce que aller demander à un professeur de faire tout ça tout seul, non, moi j'ai un problème là, j'ai beaucoup de recherches, j'ai un papier que je dois publier, etc. et je n'ai pas le temps pour le faire. Deuxième chose, je n'ai pas le savoir-faire. Pour moi, non, ce n'est pas au professeur de le faire, il y a une équipe pédagogique, c'est elle qui fait ça. À la place de passer des heures à faire votre PowerPoint, non, il y a des gens qui savent le faire en 3 minutes. Donc, ce n'est pas à vous de le faire. Vous vous concentrez uniquement sur la façon de faire le cours, sur le contenu du cours, pour qu'à la fin, la plateforme pédagogique et tout ce qu'on met dedans avec les équipes, ça devient un professeur augmenté. C'est-à-dire que la partie qui lui consomme beaucoup de temps, qui n'est pas toujours à très forte valeur ajoutée, soit traitée par d'autres, que ce soit des personnes qui sont très compétentes dans leur domaine, qui travaillent comme consultants pour eux, même sur la méthode pédagogique à adapter ou à adopter pour les professeurs, mais aussi sur les aspects techniques. Donc, on les aide aussi. Ça permet aux professeurs de se concentrer exclusivement sur la façon de faire cours. Et cette partie-là rend les cours beaucoup plus engageants, beaucoup plus intéressants, ce qui permet de mettre en place des méthodes pédagogiques qui répondent aux attentes de nos étudiants à la date d'aujourd'hui. C'est une génération qui évolue très rapidement et elle a de nouvelles attentes. On ne peut pas continuer à leur enseigner comme il y a, je ne dirais pas 10 ans, je ne dirais pas 15 ans, comme il y a 5 ans. Ça évolue tellement très, très rapidement. Donc voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Peut-être la dernière chose, c'est pour dire, bon, encore une fois, je viens pour parler de la partie technique. Donc, du coup, le message à travers ce slide-là, c'est que
lorsque vous avez une plateforme, la plateforme elle n'est pas isolée de votre système d'information. Si vous avez un outil qui fait bien les choses mieux que Moodle, on peut l'intégrer. Dans le sens, par exemple, là, pour la partie reporting, Power BI, c'est plus fort que Moodle dans l'affaire, il faut l'avouer. Donc là, on va utiliser on va faire discuter Moodle et Power BI. OK? Et après, rappelez-vous, la première chose qu'on a dit, on parle d'un hub. OK? Donc, on va travailler, on va envoyer les données chez Power BI. Power BI, ressens-moi ce que tu es un outil expert pour le faire et renvoie-moi le résultat. Tout ça, c'est transparent pour l'apprenant et pour l'enseignant. En effet, encore une fois, le simple message ici, avec Moodle, avec son système qui est interopérable, qui est capable de discuter, et généralement, lorsqu'on a des clients qui viennent chez nous, ils nous disent on a un système d'information. La première question, est-ce qu'il a des web services? Est-ce qu'il veut discuter votre système? Parce que nous, on est ouvert pour discuter. D'accord? Donc, techniquement, en effet, encore une fois, on insiste vraiment, le message technique, si vous voulez, que derrière il y a une expérience, c'est cette notion du hub. Okay? Voilà.